Bonjour, je vous présente aujourd'hui la leçon 423 intitulée Exemple d'études et de résolution exacte ou approchée d'équations différentielles. J'ai choisi de l'illustrer avec une application au célèbre modèle de Lotka-Volterra. Voici le plan que je vous propose. Dans un premier temps, nous poserons le cadre théorique et les prérequis indispensables. Ensuite, nous introduisons le modèle proie-prédateur de Lotka-Volterra. La troisième partie constituera mon développement avec une étude qualitative détaillée de ce système. Enfin, nous conclurons et ouvrirons sur quelques perspectives. Commençons donc par la première partie qui vise à rappeler les outils mathématiques fondamentaux pour notre étude. Alors, premier concept essentiel, celui de système différentiel autonome. On dit qu'un système est autonome lorsque la loi qui régit son évolution est invariante dans le temps. C'est le cas de très nombreux phénomènes physiques ou biologiques. Concrètement, ça veut dire que le champ de vecteurs qui guide les solutions ne dépend que de la position dans l'espace des phases et non du temps lui-même. Un autre concept central est celui de point d'équilibre, qu'on appelle aussi point stationnaire. C'est un point de l'espace des phases où le champ de vecteurs s'annule. Autrement dit, si l'état du système coïncide avec un point d'équilibre, sa vitesse est nulle et il n'évolue plus. Il y reste indéfiniment. L'étude de ces points est absolument cruciale car ils organisent toute la dynamique du système. Je me dois bien sûr d'évoquer le théorème de Cauchy-Lipschitz. Sous des hypothèses de régularité sur la fonction f, typiquement de classe CM ou localement lipschitzienne, ce théorème nous garantit deux choses fondamentales pour un problème de Cauchy donné, l'existence et l'unicité d'une solution maximale. L'unicité est particulièrement importante, elle implique que deux trajectoires distinctes ne peuvent jamais se croiser. Sans cette propriété, on pourrait avoir plusieurs avenirs possibles pour une même condition initiale, ce qui rendrait toute prédiction impossible. Un mot sur cette notion de solution maximale. Le théorème nous assure une solution locale, mais cette solution peut-elle être prolongée ? Eh bien, la solution maximale est précisément cette solution qu'on ne peut plus étendre, ni vers le passé, ni vers le futur. Une question essentielle se pose alors. Cette solution maximale est-elle définie sur R tout entier ? Si c'est le cas, on parle de solution globale. C'est une propriété que nous chercherons à établir dans notre développement. Bien, le cadre étant posé, nous pouvons maintenant aborder le cœur de notre exemple, le fameux modèle de Lotka-Volterra, qui est un cas d'école en écologie mathématique. Ce modèle décrit l'interaction entre deux populations, des proies, dont on note l'effectif X, et des prédateurs, d'effectif Y. Regardons l'équation pour les proies, X'. Le terme AX modélise une croissance exponentielle en l'absence de prédateurs. Le terme -BXI, lui, représente la mortalité due à la prédation. Il est proportionnel au produit XI, qui peut s'interpréter comme la fréquence des rencontres. Côté prédateur, l'équation pour Y est similaire. Le terme DXI représente la croissance de leur population, qui dépend de la quantité de proies disponibles. Et enfin, le terme -CY modélise leur mortalité naturelle. On obtient donc le système différentiel autonome suivant. On l'étudie bien sûr dans l'ouvert oméga, le quart de plan strictement positif, car des effectifs de population sont nécessairement positifs. Les constantes A, B, C, D sont des paramètres strictement positifs. La fonction f associée à ce système est de classe C1, donc le théorème de Cauchy-Lipschitz s'applique sans problème, nous assurant l'existence et l'unicité locale des solutions. Cherchons les points d'équilibre de ce système. Un calcul simple montre qu'il en existe deux. D'abord, l'origine 0, 0, qui correspond à l'extinction des deux espèces. Le second point, aux coordonnées C sur D, A sur B, est beaucoup plus intéressant. Il représente un état de coexistence entre les deux populations. C'est autour de ce point que toute la dynamique non triviale du système va s'organiser. J'en arrive maintenant à mon développement. L'objectif ici est de mener une étude qualitative complète du système. Plus précisément, on va s'intéresser au comportement à long terme des solutions qui partent d'une condition initiale dans oméga, c'est-à-dire avec des populations de proies et de prédateurs non nulles. Voici la proposition que je vais vous démontrer. Elle affirme que toute solution maximale issue d'une condition initiale strictement positive possède trois propriétés remarquables. Premièrement, elle est globale, c'est-à-dire définie sur R tout entier. Deuxièmement, elle est bornée. Et troisièmement, elle est périodique. C'est un résultat très fort qui décrit complètement la nature cyclique de la dynamique proie-prédateur dans ce modèle. Ma démonstration va se dérouler en 5 étapes logiques. La première, qui est l'étape clé, consiste à exhiber une quantité conservée, ce qu'on appelle une intégrale première. Dans un second temps, nous vérifierons qu'elle est bien constante le long des trajectoires. Cette propriété de conservation nous permettra, dans une troisième étape, d'étudier la géométrie des trajectoires et d'en déduire qu'elles sont bornées. La quatrième étape en découlera.
Nous utiliserons un argument classique, le lemme des bouts, pour prouver la globalité des solutions. Enfin, la cinquième et dernière étape nous permettra de conclure à la périodicité. Attaquons donc la première étape. L'astuce ici, qui n'est pas évidente a priori, est d'introduire cette fonction h définie sur notre domaine oméga. Cette fonction va jouer un rôle analogue à celui de l'énergie dans un système mécanique conservatif. On l'appelle une intégrale première du système. Son existence est une propriété remarquable de ce modèle et elle va être la pierre angulaire de toute la preuve. Passons à la deuxième étape. Vérifions que cette fonction h est bien une quantité conservée. Pour cela, on considère une solution x de t, y de t du système et on calcule la dérivée par rapport au temps de la fonction composée t donne h de x de t, y de t. En utilisant la règle de dérivation en chaîne, on obtient la somme des dérivées partielles de h multipliée par x' et y'. On remplace alors x' et y' par leurs expressions données par le système de Lotka-Volterra. Après quelques factorisations et simplifications, on s'aperçoit que les termes s'annulent 2 à 2. Et le résultat est exactement 0. La dérivée est nulle, ce qui prouve que la fonction h est constante le long de n'importe quelle trajectoire. Quelle est la conséquence de cette conservation ? Elle est fondamentale. Cela signifie que chaque trajectoire est entièrement contenue dans une des lignes de niveau de la fonction h. Si une solution démarre sur la ligne de niveau h égale k, elle y restera pour toujours. Notre problème dynamique se transforme donc en un problème d'étude géométrique. Il suffit de comprendre la forme des lignes de niveau de h pour connaître la forme de toutes les trajectoires possibles. Étudions donc la forme de ces lignes de niveau. Pour cela, on analyse le comportement de la fonction h. On peut montrer qu'elle admet un unique minimum global qui correspond exactement au point d'équilibre non trivial. Plus important encore, h tend vers plus l'infini lorsque l'on s'approche des bords du domaine oméga, c'est-à-dire si u ou v tend vers 0 ou vers l'infini. Par conséquent, pour toute constante k supérieure au minimum, l'ensemble de niveau h égale k est un ensemble fermé et borné de oméga. Il s'agit de courbes fermées, des sortes d'ovales, qui entourent le point d'équilibre. Les trajectoires sont donc confinées dans des compacts. Cela prouve le deuxième point de notre proposition, les solutions sont bornées. Nous arrivons à la quatrième étape, la globalité. Puisque nous avons montré que les trajectoires sont contenues dans des compacts, elles ne peuvent pas exploser en temps fini. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas tendre vers l'infini ou vers le bord du domaine en un temps fini. Le théorème du domaine maximal de définition, parfois appelé lemme des bouts, nous dit alors que l'intervalle de définition maximale d'une telle solution ne peut être que R tout entier. Les solutions sont donc globales. Le premier point de la proposition est démontré. Il ne nous reste plus qu'à démontrer la périodicité. Nous savons que chaque trajectoire est une courbe de niveau de h. À l'exception du minimum, qui est le point d'équilibre lui-même, ces lignes de niveau ne contiennent aucun point stationnaire. Une trajectoire qui parcourt une telle ligne de niveau est donc un arc de courbe compacte, sans point d'équilibre. Un résultat classique de la théorie des systèmes dynamiques plans, qui est une conséquence du théorème de Poincaré-Bendixson, affirme qu'une telle trajectoire doit être une orbite périodique. La solution est donc périodique. Nous avons ainsi démontré les 3 points de la proposition. En guise de conclusion, nous avons vu, à travers ce développement, comment l'existence d'une intégrale première permet de mener une étude qualitative très fine d'un système différentiel et d'établir des propriétés fortes, comme la globalité, la bornitude et la périodicité des solutions. Pour mettre en perspective ce résultat, il est intéressant de le comparer à un système avec amortissement, comme un pendule frottant. Dans le cas de Lotka-Volterra, l'étude du linéarisé montre que le point d'équilibre est un centre. Il est entouré d'une infinité de cycles. A l'inverse, pour un pendule amorti, l'équilibre est un foyer attractif vers lequel toutes les solutions convergent. Cette différence met en évidence une faiblesse du modèle de Lotka-Volterra, son instabilité structurelle. La moindre perturbation du modèle, par exemple un terme qui modéliserait une compétition entre les proies, suffirait à détruire ces cycles et à transformer le centre en foyer. Cela ouvre naturellement sur des perspectives. Que se passe-t-il si l'on rend le modèle plus réaliste ? On pourrait par exemple introduire une croissance logistique pour les proies, pour tenir compte d'une capacité d'accueil limitée du milieu, ou encore des effets de saturation pour les prédateurs. Ces modifications conduisent à des modèles mathématiques plus complexes, où peuvent apparaître des comportements encore plus riches, comme l'existence de cycles limites, qui sont des orbites périodiques isolées et attractives. L'étude de ces systèmes reste un champ de recherche très actif. Je vous remercie de votre attention.